Imagine, tu sors dehors un soir d'automne, le ciel est limpide, l'air frais picote ta peau, et là, sans prévenir, ton regard croise un filament de lumière verte qui fend l'obscurité. Pas une étoile filante, pas un avion, un visiteur venu d'un autre temps, un artefact céleste, un fragment du passé du système solaire, vieux de plusieurs milliards d'années. Il s'approche, il brille, et il ne reviendra peut-être jamais dans ta vie. C'est le comète C 2025, Assis Lemon, et dans les prochaines minutes, tu vas découvrir pourquoi ce phénomène rare mérite qu'on pose le téléphone, qu'on éteigne les lampes et qu'on regarde le ciel comme nos ancêtres le faisaient. Peut-être pour la première fois, peut-être pour la dernière fois de ton existence. Avant de continuer, prends une seconde pour t'abonner à la chaîne, si ce que tu t'apprêtes à entendre te fascine, car ici, on parle des merveilles de l'univers, et ce n'est qu'un début, un like, un abonnement, et on retourne ensemble dans le noir céleste, où tout commence. Il y a des phénomènes célestes que l'on peut prévoir, suivre, expliquer. Le retour des planètes, les phases de la Lune, les éclipses millimétrées dans le temps. Et puis, il y a les comètes, ces éclats du passé qui nous visitent sans prévenir, intimes messagers du chaos initial, parfois silencieux, d'autres fois flamboyants. C 2025, A6, que les astronomes surnomment affectueusement Lemon, ne fait pas exception. Ou peut-être que si, découvert il y a seulement quelques mois, un matin de janvier 2025, il n'était qu'un point brumeux, à peine perceptible, dans les relevés d'un télescope du Mount Lemmon Survey, en Arizona. À ce moment-là, personne ne pouvait encore deviner que ce point allait devenir le sujet de fascination d'un monde entier. L'objet orbitait à une vitesse folle, venant des tréfonds glacés de la nébuleuse solaire originelle, là où se cache encore une hypothétique armée d'objets gelés, la fameuse nuage d'Oort. Là-bas, à des années-lumière du Soleil, les comètes attendent, parfois des millions d'années, parfois des milliards. Il suffit d'un petit déséquilibre, une poussée gravitationnelle de quelques planètes massives, une onde galactique, et l'une d'elles passe la frontière. Et c'est alors que le voyage commence. Lemon, en 2025, effectue son premier retour depuis probablement plus de 1300 ans, une trajectoire si rare qu'elle précède même l'invention du télescope, probablement même notre capacité à écrire l'histoire de façon cohérente. C'est donc bel et bien un étranger ancien, dont le dernier passage a échappé aux regards humains, mais pas celui-ci. Alors qu'il s'approche du Soleil, sa surface se transforme. Les glaces primordiales, enfermées depuis l'aube des temps, commencent à sublimer, c'est-à-dire à passer directement de l'état solide à l'état gazeux. Ce souffle libéré forme autour du noyau un nuage de poussière et de gaz que l'on appelle la coma, parfois si large qu'elle couvrerait la taille de plusieurs planètes. Puis vient la queue, étendue, fine, repoussée par le vent solaire, toujours dans la direction opposée au Soleil, jamais alignée avec la trajectoire du comète lui-même. Une danse antique, régie par des forces que l'on mesure, mais que l'on n'a pas encore totalement captées dans leur essence. Et au milieu de tout cela, un détail visuel, mais chargé de sens. Un éclat vert, presque surnaturel, atmosphérique. Cette lumière est due à la fluoration de molécules de carbone diatomiques qui réagissent au rayonnement ultraviolet solaire en produisant une incandescence d'émeraude pâle. Ce n'est pas seulement un spectacle, c'est une empreinte chimique. Ces dernières semaines, les astronomes du monde entier ont observé un phénomène inattendu. Lemon se met à briller plus que prévu, comme s'il décidait, au dernier moment, de ne pas s'éclipser dans les ombres, mais de devenir visible à nous tous.
Peut-être vacillera-t-il, peut-être s'embrasera-t-il brièvement. Personne ne peut le dire, car les comètes sont notoirement imprévisibles. Mais on sait ceci, entre le 15 et le 25 octobre, l'Emon sera idéalement positionné pour une observation grand public. Direction l'ouest, juste après le coucher du soleil, en t'éloignant des lumières des villes, avec ou sans jumelles, tu pourrais très bien distinguer cette tache verdâtre, suspendue à une quinzaine de degrés au-dessus de l'horizon, légère, discrète, mais bien présente. Et pendant ces quelques jours, alors que la Lune entre en phase nouvelle, le ciel restera sombre, et tu auras non seulement la comète, mais aussi la pluie de météores des Orionides, qui atteindra son apogée autour du 21 octobre. Ce n'est pas un hasard du calendrier, c'est un coup de théâtre cosmique. Et comme souvent, dans les pièces célestes les plus spectaculaires, le meilleur passe inaperçu. Il faut être là, au bon endroit, au bon moment. Il faut lever les yeux. Il faut avoir un brin de curiosité. Cette étincelle que trop d'écrans ont étouffée. Le Mon ne repassera pas de sitôt. Selon les calculs les plus récents, son passage près de Jupiter va modifier légèrement sa trajectoire, réduisant son prochain retour à environ 1950 ans. Ce qui reste, tu l'auras compris, hors de portée de notre courte échelle de vie. Mais plus encore que la beauté, c'est la nature même du comète qui lui confère une valeur inestimable. Il n'est ni une étoile filante, ni un astéroïde errant. C'est une capsule temporelle, un fragment préservé des matériaux qui ont formé la Terre. Certains chercheurs avancent même que les comètes ont pu apporter une partie de l'eau de nos océans, et pourquoi pas les premiers éléments organiques ayant permis l'émergence de la vie. Et c'est là que la science rejoint la poésie. Ce que tu vois quand tu observes l'Emon, ce n'est pas simplement de la glace qui s'évapore, ce sont des mémoires cosmiques, des poussières de création, illuminées pour quelques soirs uniquement, des réponses à des questions vieilles, comme le monde. Alors maintenant, imagine que tu es l'un de ces premiers humains, il y a des milliers d'années, levés en pleine nuit, dans les plaines sombres, sans électricité, sans science moderne, juste toi, le feu, et un ciel immense. Une traînée verte traverse lentement le spectacle des étoiles fixes. Tu ne sais pas ce que c'est. Pourtant tu sens que quelque chose d'inhabituel se passe. Tu penses à un présage. Tu éprouves de la peur, ou peut-être de la révérence. Aujourd'hui, nous avons les outils, les télescopes, les satellites, les données orbitales précises. Et pourtant, cette sensation ne nous quitte jamais vraiment, celle de regarder quelque chose d'immensément ancien qui traverse notre ciel comme un invité silencieux, chargé d'un message dont nous ne comprenons qu'un fragment. C'est cette émotion qu'inspire le passage de Lemon, un moment suspendu, un instant où la science et le sensible se chevauchent. Si l'on reprend notre monde moderne, nous savons que cette comète, cette boule de glace poussiéreuse de quelques kilomètres de diamètre, s'approche de la Terre à une distance respectable, environ 0,596 unités astronomiques, soit près de 90 millions de kilomètres. Pas de danger, aucun. C'est un croisement céleste respectueux, presque timide. Comparé à d'autres objets proches de la Terre, C2025A6 est un voyageur discret, et cela ne le rend que plus mystérieux. Mais ce qui est fascinant, ce n'est pas seulement où il est, mais d'où il vient. Car Lemon, comme toutes les comètes à longue période, est originaire de la région la plus insondable de notre système solaire, la nuage d'Oort. Imagine une sphère géante, faite de glace et de roches, qui entoure le Soleil à des distances presque encore théoriques. Ce réservoir cosmique est si étendu qu'il pourrait s'apparenter à la frontière sacrée entre notre étoile et le milieu interstellaire. C'est là que naissent la plupart des comètes comme Lemon. C'est de là qu'il a été, un jour, éjecté, il y a peut-être 3 ou 4 millions d'années,
par un jeu compliqué de forces gravitationnelles, puis projeté vers le Soleil. Aujourd'hui, il passe dans notre ciel. Demain, il disparaît dans la noirceur. Son orbite est si inclinée, sa trajectoire si unique, qu'il forme une sorte de diagonale céleste sur nos cartes stellaires. Il a survolé la fameuse Grande Ourse, ce grand chariot si familier dans l'hémisphère nord. Et maintenant qu'il entre dans sa période de visibilité maximale, il descend doucement dans le ciel du crépuscule, s'installant juste après le coucher du soleil, à l'ouest, et dans ce décor d'après-soleil, il s'offre à nous. S'il continue de briller autant qu'aujourd'hui, il pourrait même être visible sans instrument, dans un ciel assez noir. Mais même si tu vis en ville, une paire de jumelles simples te donnera accès à cette merveille. Pas besoin d'un matériel professionnel. Le spectacle appartient à ceux qui savent lever les yeux au bon moment. Mais pourquoi ce moment, justement? Pourquoi octobre? Pourquoi cette fenêtre si précise entre le 15 et le 25? C'est là que l'astronomie devient particulièrement généreuse, car Lemon a choisi son passage au plus près de la Terre, alors que la Lune est absente. Une nouvelle Lune, une obscurité totale. Ajoutez à cela la coïncidence presque irréelle de la pluie de météores des Orionides qui atteint son pic les 20 et 21 octobre, et tu obtiens une nuit parfaite pour les passionnés du ciel. Imagine regarder la comète en fond de scène, pendant que des étoiles filantes traversent la voûte céleste à intervalles réguliers. C'est presque trop beau. Pourtant, c'est bien réel. Et tu sais ce qui le rend plus réel encore? Les données que nous accumulons chaque nuit. Car Silemon est une expérience visuelle publique pour des millions de curieux. Pour les scientifiques, c'est un laboratoire mobile. Depuis les observatoires au sol, comme ceux du Chili ou de Hawaï, jusqu'aux télescopes spatiaux tels que le Hubble et peut-être même le tout-puissant James Webb, Lemon est suivi, enregistré, analysé, jour après jour. Ce qu'on cherche à comprendre, tout, l'évolution de son éclat, qu'on appelle la courbe de lumière, peut nous révéler la composition de ses glaces. S'il s'illumine plus vite que prévu, ce qu'il fait, cela signifie peut-être qu'il est riche en composés volatiles, peut-être en méthane, CO2 ou ammoniac, qui réagissent plus dramatiquement à la chaleur du soleil. Et puis, il y a la structure de sa queue, de sa coma. Est-elle régulière? Subit-elle des outbursts? Ces éruptions spontanées de gaz qui se produisent lorsque des cavités enfouies sous la surface explosent sous pression. Sommes-nous en présence d'un comète stable ou d'un corps fragile, prêt à se fragmenter comme d'autres l'ont déjà fait avant lui? Toutes ces questions, les chercheurs tentent d'y répondre en temps réel. Mais pour toi, observateur ou simple curieux de l'univers, cette comète n'a pas besoin de justification scientifique. Sa présence suffit. Sa trajectoire silencieuse dans le ciel nous rappelle quelque chose de fondamental. Nous sommes une espèce qui regarde encore les étoiles. Même entourés d'écrans, même noyés dans le quotidien, nous gardons cette inertie intérieure vers le haut, un besoin presque biologique d'explorer, de comprendre ou simplement d'admirer. Car l'univers ne cesse jamais de parler. Il murmure à travers les comètes, les aurores boréales, les éclipses, et de temps en temps, il crie à travers l'éclat d'un astre qui s'aligne brièvement avec notre monde dans une harmonie fugace. Lemon cet appel. Ceux qui l'entendront n'oublieront jamais le visage qu'aura ce ciel-là. Et peut-être que ce sera aussi ton cas. Peut-être que tu sortiras un soir, avec ou sans intention, et que tu seras surpris de découvrir cette lueur étrange juste au-dessus de l'horizon. Tu sauras alors que c'est lui, le comète Lemon, le visiteur au Mémilan, et tu comprendras que tu viens de voir plus que de la lumière. Tu viens de croiser un témoignage de l'histoire cosmique, écrit en silence à travers l'espace. Et pourtant, même si cette comète semble nous offrir un tableau paisible,
harmonieux dans le ciel du soir, il y a dans ses entrailles une tension ancienne, un équilibre fragile entre le feu et la glace, car chaque seconde qui passe, à mesure qu'elle s'approche du soleil, ces glaces originelles fondent, explosent parfois, des jets de gaz jaillissent dans le vide sans son, sculptant sa queue dans le vent solaire comme le pinceau d'un peintre instable. Et cette queue, parfois invisible à l'œil nu, s'étend sur des millions de kilomètres. Tu ne l'aperçois peut-être que comme une brume verte, mais elle est bien là, portée par le souffle solaire, fuyant toujours le soleil, comme dictée par une loi cosmique immuable, une loi qui dit « Ce qui vient du froid fuit la lumière ». Jusqu'ici, tout se passe sans heurts. Lemon n'a pas montré de signe de fragmentation, mais cela ne veut pas dire qu'il n'en montrera pas, car l'histoire de ces objets nous enseigne qu'ils sont imprévisibles. Certains deviennent soudainement brillants, explosent, se divisent en plusieurs fragments, laissant derrière eux un collier de poussière, comme une mémoire en morceaux. D'autres s'éteignent tout aussi brusquement, absorbés par la lumière du soleil lorsque la pression thermique dépasse leur résistance. Mais même cette disparition souligne leur utilité, car à travers leur fin, parfois spectaculaire, ils révèlent aux scientifiques les composantes mécaniques de leur noyau. Est-il solide comme la pierre ou friable comme une meringue glacée? La vérité est souvent entre les deux. Les données qu'on collecte aujourd'hui grâce à Lemon vont donc au-delà du simple plaisir d'admirer une tache lumineuse à la tombée du jour. Elles participent à une réflexion plus large. Qu'est-ce qu'un comète, au fond? Une machine de glace? Un héritier poussiéreux de mondes éteints? Une étape dans l'histoire de la formation des planètes? Peut-être tout cela à la fois. Et pendant que l'on observe, des équipes dans l'ombre calculent, modélisent son orbite. Les rencontres passées avec des géantes comme Jupiter ont déjà affecté sa trajectoire et le feront encore après 2025. C'est comme si chaque passage dans le système solaire interne lui faisait payer un prix, un fragment de son écorce, un coup de volant orbital. À chaque retour, il revient différent, marqué, un peu plus vieux, tout comme nous. Alors quand tu le verras filer bas sur l'horizon, tu ne verras pas juste une lumière ancienne, tu verras un survivant, un pèlerin de l'espace, qui aura voyagé des milliers d'années dans l'obscurité pour croiser ton regard, ici, maintenant. Et peut-être, ce bref instant te fera voir le ciel autrement, pas juste comme un décor, mais comme un récit vivant, une mémoire tournée vers l'avenir et dont tu fais partie. Nous avons l'habitude de penser l'univers comme quelque chose de silencieux, calme, figé dans son immensité. Mais dès qu'un objet comme le comète Lemon pénètre dans notre voisinage, cette illusion de distance s'effondre, car soudainement, ce n'est plus un concept lointain, c'est une présence réelle dans notre propre ciel. Il n'est pas au-delà de la Voie lactée. Il est ici, dans notre système, fonçant vers l'état incandescent, frôlant la lumière et la chaleur, offrant aux yeux humains une traversée vivante de l'espace profond. Et cette comète, petit corps figé depuis des éons, raconte une histoire que même nos plus vieux livres n'ont pas écrite. Imagine ces poussières, ces glaces, cette matière qu'ils libèrent lentement, elles ont été piégées à l'état brut depuis la naissance du Soleil, il y a 4,6 milliards d'années. Elles n'ont jamais été recyclées, elles n'ont pas formé de planète, elles ne se sont pas mélangées, elles sont restées intactes, immergées dans le noir total du nuage d'Oort. Quand elles s'échappent du noyau de la comète sous forme de gaz et de particules, c'est littéralement un chapitre ancien de l'histoire du système solaire qui remonte à la surface. Ce que nous voyons, ce que nous analysons, ce que Lemon diffuse autour de lui, ce sont des indices directs de la chimie originelle des mondes. C'est pour cette raison que la NASA
Les agences scientifiques et les observatoires du monde entier se mobilisent. Ce n'est pas juste pour faire de belles photos ou pointer des télescopes au hasard. C'est parce qu'un tel comète offre un temps limité de contact avec un échantillon venu des confins. Observer sa lumière, déchiffrer les spectres de sa coma, étudier les taux de cyanogène, de diatomique de carbone, de méthanol ou d'eau. Cela permet de formuler des hypothèses solides sur la manière dont la Terre a elle-même acquis ces éléments essentiels. Et ici, une hypothèse revient souvent dans la communauté scientifique, celle des comètes à l'origine de la vie. L'idée que l'eau aurait pu être apportée par ces corps glacés, que les molécules organiques, les tout premiers composants du vivant, auraient pu se poser sur Terre dans les premiers millions d'années, non pas par miracle, mais par livraison interplanétaire. En ce sens, Lemon est bien plus qu'un objet brillant dans le ciel. C'est peut-être un cousin éloigné de ce que nous sommes, car s'il y a de la poussière de comète dans l'eau que tu bois aujourd'hui, alors chaque passage, comme celui-ci, devient une réunion de famille cosmique. Mais pour le commun des mortels, la magie est ailleurs. Elle réside dans ce simple frisson que procure le fait de voir quelque chose d'aussi rare, sans aucun outil, dans un ciel dégagé, sans trop de pollution lumineuse autour. La comète Lemon est visible à l'œil nu. Elle n'a pas la brillance éclatante du célèbre Hale-Bopp ou de Neowise peut-être, mais elle offre une présence subtile, persistante, comme une respiration discrète au bord de l'horizon. Et c'est justement cette réserve lumineuse, cette pudeur céleste, qui donne à Lemon son charme. Il faut la chercher, il faut s'adapter à sa lumière, laisser ses yeux s'habituer aux ténèbres durant 20 bonnes minutes, regarder autre chose en même temps, puis y revenir. Et à un moment, la voilà, flottant au-dessus de la ligne sombre des collines, une tache blanchâtre teintée de vert, presque floue, et pourtant bien réelle, immobile à l'œil, mais en déplacement constant, quelques degrés chaque nuit. À l'aide de jumelles, le spectacle s'étend. On distingue mieux la coma, on devine la queue, et ce petit halo, suspendu là, devient une invitation à imaginer l'invisible, ce qu'on ne voit pas, les ions chassés par le vent solaire, les microparticules, la chimie subtile qui échappe même aux meilleurs capteurs. Il y a une pureté dans cette expérience. Elle nous déconnecte, elle nous relie à une tradition ancienne. Regarder une comète, c'est faire ce que des milliers d'êtres humains ont fait avant nous, avec les moyens qu'ils avaient, mais avec le même regard d'étonnement. On parle ici des Sumériens, des Grecs, des Mayas, des astronomes chinois, qui notaient avec précision chaque apparition d'un corps errant qu'ils considéraient comme un messager céleste. Les comètes, à travers les âges, ont fait peur, du fait de leur apparition soudaine, de leur forme étrange, de leur caractère indomptable. Elles ont souvent été associées à des présages de malheur, des catastrophes, des bouleversements. Le Moyen Âge européen regorge de textes, illustrations et journaux liant des comètes à la chute de royaumes, à des famines, à des pestes. Et pourtant, ce que l'on voit aujourd'hui n'est pas une malédiction. C'est un trésor visuel, une chance de participer à un événement collectif, universel, mais profondément intime, car il y a une beauté rare dans le fait de partager le silence. Imaginez des millions de personnes connectées non pas à un réseau social, mais à un fragment de ciel, au même moment. Cela aussi fait du passage de Lemon un événement artistique, presque littéraire. Une comète qui passait autrefois pour une flamme divine devient aujourd'hui le symbole d'un monde connecté par l'émerveillement scientifique. Et ce lien-là vaut toutes les données du monde, car si la science regarde les éléments, le public regarde l'émotion, et les deux, ensemble, racontent ce qui fait de nous des êtres humains regardant le cosmos, ce que nous faisons depuis que nous avons levé les yeux pour la première fois.
Nous avons l'habitude de penser l'univers comme quelque chose de silencieux, calme, figé dans son immensité. Mais dès qu'un objet comme le comète Lemon pénètre dans notre voisinage, cette illusion de distance s'effondre, car soudainement, ce n'est plus un concept lointain, c'est une présence réelle dans notre propre ciel. Il n'est pas au-delà de la Voie lactée. Il est ici, dans notre système, fonçant vers l'état incandescent, frôlant la lumière et la chaleur, offrant aux yeux humains une traversée vivante de l'espace profond. Et cette comète, petit corps figé depuis des éons, raconte une histoire que même nos plus vieux livres n'ont pas écrite. Imagine ces poussières, ces glaces, cette matière qu'il libère lentement, elles ont été piégées à l'état brut depuis la naissance du Soleil, il y a 4,6 milliards d'années. Elles n'ont jamais été recyclées, elles n'ont pas formé de planète, elles ne se sont pas mélangées, elles sont restées intactes, immergées dans le noir total du nuage d'Oort. Et peut-être qu'au fond, ce qui fait la puissance symbolique d'un tel moment, ce n'est pas seulement le fait qu'il soit rare, mais aussi qu'il soit éphémère, car Lemon, aussi discret qu'il soit, ne restera pas éternellement visible à nos regards. Déjà, les spécialistes estiment qu'il disparaîtra à l'horizon dans les premières semaines de novembre. Non pas qu'il cesse d'exister, mais il deviendra trop proche du Soleil, perdu dans son immense éclat, et ensuite trop faible pour s'afficher dans nos instruments visuels les plus modestes. C'est le propre des comètes que d'offrir des chances uniques, des fenêtres d'observation si brèves qu'elles se comptent en jours, parfois en heures. Et c'est ce qui rend l'expérience si précieuse. Ce n'est pas quelque chose que tu peux remettre à demain. Ce n'est pas comme une série que l'on reporte au week-end. Si tu manques Lemon, tu le manques pour toujours. À l'échelle d'une vie humaine, ce type de passage est une promesse qui ne revient pas. Alors, quelque part, cette comète nous offre une leçon très simple, mais si fondamentale qu'elle touche à l'essence même de la conscience, l'importance du moment présent. Combien de fois passons-nous à côté de choses incroyables simplement parce que nous ne les avons pas remarquées? Une aurore, une lune rousse, une nuit de silence, et maintenant, un visiteur millénaire qui traverse notre ciel sans faire de bruit, attendant seulement d'être vu. Et puisqu'il ne reviendra pas avant plus de 100 000 ans, le temps joue en sa faveur, ou plutôt contre notre indifférence. C'est comme si l'univers voulait tester notre attention, notre capacité à ralentir, à sortir, à regarder simplement. Et lorsqu'on s'arrête vraiment, lorsqu'on prend ce moment, on se rend compte que tout dans cet événement frappe au cœur de notre humanité. D'abord la beauté, brute, glaciale, éthérée, puis la rareté, qui lui donne cette aura de trésor caché. Ensuite la science, qui nous ramène à notre quête de compréhension. Et enfin la fragilité, celle du comète lui-même, mais aussi la nôtre, projetée dans un coin de l'espace où chaque lumière dans le ciel nous rappelle notre petitesse. Mais il y a là quelque chose d'extraordinaire. Bien que minuscule, nous avons appris à détecter ces visiteurs, à calculer leurs orbites, à prédire leur position, à modéliser leur éclat, à comprendre leur composition. Nous sommes capables, depuis notre petite Terre, d'étudier un astre éjecté il y a des millions d'années du lointain nuage d'Oort, simplement avec des équations, des lentilles et des capteurs, et surtout avec de la curiosité. Et peut-être que Lemon n'est qu'un parmi des milliards, peut-être que des dizaines, des centaines de comètes du même genre traversent le vide sans jamais frôler notre monde. Mais celle-ci, elle est tombée sur notre route par un hasard ou une danse gravitationnelle d'une précision vertigineuse. Et ce croisement-là, nous devons l'honorer. Alors, si tu es encore là, si tu sens monter en toi l'envie de voir, de comprendre, de ressentir, peut-être que le ciel te réserve quelque chose de précieux dans les nuits qui viennent. Qu'il s'agisse de Lemon ou d'un autre astre au fil du temps,
Ce que tu observes là-haut n'est jamais déconnecté de ce que tu vis ici-bas, car c'est dans ce mouvement des corps célestes que se reflète notre propre trajectoire, une brève apparition marquée de lumière, suivie d'un lent éloignement. C'est cela aussi, le pouvoir d'une comète. Il y a dans l'observation d'une comète quelque chose d'absolument unique. Ce n'est pas un simple acte visuel, c'est une disposition intérieure, une manière d'orienter non seulement ses yeux, mais aussi son souffle, son rythme, son attention. Regarder le ciel demande une forme de présence, de silence même. Et c'est peut-être pour cela que les comètes nous marquent tant, parce qu'elles ne se révèlent qu'à ceux qui prennent le temps d'attendre. Pas de spectacle tonitruant, pas d'explosion visible à l'œil nu, pas de flash lumineux ou de compte à rebours, juste une lumière étrange qui se devine à la périphérie de notre champ habituel, un mouvement suspendu dans l'immobilité apparente, un voyage lent, presque invisible, mais parfaitement réel. Et c'est dans cette lenteur, dans cette patience, que réside tout le charme de l'Hémone, car contrairement à ce que beaucoup pourraient en croire, voir une comète, ce n'est pas lever les yeux au hasard et espérer tomber dessus. C'est un acte préparé. Il faut savoir où regarder, quand, avec quelles conditions. Et pour cela, il faut parfois s'éloigner, loin des villes, loin des lampadaires, loin des écrans bleus qui fatiguent nos pupilles. Car la véritable lumière du cosmos n'apparaît qu'aux yeux qui ont su s'adapter à l'obscurité. Quand tu te trouves dans la nature, en hauteur, un peu isolé, dans une région peu polluée par les lumières humaines, tu te donnes une chance de voir plus, mieux, plus profondément. Déjà, le ciel nocturne se transforme. Il devient texturé. Les nuages de la Voie lactée deviennent visibles. Les étoiles cessent d'être des pixels lointains pour devenir des points vibrants, chacun porteur d'histoire. Et là, quelque part entre ces merveilles familières, les mônes se détachent. Tu ne remarqueras peut-être même pas tout de suite que c'est lui. Tu pourrais le prendre pour une étoile floutée, pour une anomalie dans le champ. Mais en reprenant les cartes célestes, ou grâce à une application d'exploration du ciel qu'on peut installer sur un simple téléphone, tu confirmeras sa présence. Là, à quelques degrés au-dessus de l'horizon ouest, entre la lueur persistante du soleil couchant et l'encre montante de la nuit. Et dans ce moment précis, tu entreras dans une communauté d'observateurs silencieux, éparpillés à travers la planète, des milliers, peut-être des millions, certains avec des jumelles simples, d'autres avec des télescopes perfectionnés, d'autres encore simplement avec leurs yeux, tous unis par un alignement céleste fragile et splendide. Mais attention, ce n'est pas une grandeur tape à l'œil. L'émone ne se vante pas. Il scintille doucement. Son éclat est estimé autour de la magnitude 5, peut-être un peu plus ou un peu moins, selon les conditions. Cela veut dire qu'il est potentiellement visible à l'œil nu dans un ciel rural, mais qu'en ville, seul un instrument pourra vraiment révéler sa présence. C'est là que l'outil devient un prolongement du regard. Une vieille paire de jumelles peut suffire à transformer un point diffus en une boule floue verdâtre, une étincelle fantomatique qu'on reconnaît instantanément comme autre. Et si tu pointes un petit télescope dans sa direction, alors tu verras surtout la coma, ce halo gazeux qui entoure le noyau. Et si tu es très chanceux, ou bien situé, tu distingueras même le départ d'une queue, dépendant de la position de la Terre, de l'angle du Soleil et des interactions avec les vents solaires. Mais ce que tu vois n'est qu'une minuscule portion de ce qui se passe réellement là-haut, car en parallèle, les astrophotographes amateurs, avec leurs optiques à longue exposition, captant pendant des heures ce que l'œil humain est incapable de percevoir. Sur leurs clichés détaillés, la queue du comète s'étire sur plusieurs degrés dans le ciel, parfois plus longue que la taille de la Lune vue de la Terre. Une traînée verte, fine,
parfois évasée, parfois ondulante, comme si elle flottait dans un courant invisible. Et ces images-là, relayées sur Internet, sur les réseaux, dans les forums spécialisés, éveillent une curiosité nouvelle dans le cœur de ceux qui, jusque-là, ne regardaient pas. Tout à coup, on veut savoir quelle est cette lumière, depuis quand est-elle là? Peut-on l'observer également depuis chez soi, et sans même le réaliser? On commence à s'intéresser aux phases de la Lune, aux prévisions météo, à l'orientation astronomique, aux distances en unités astronomiques. On entre, parfois sans le chercher, dans le monde de l'astronomie vécue. Et c'est dans ce cheminement discret que réside l'un des plus grands pouvoirs symboliques de l'Aemon, celui de rafraîchir notre lien au réel céleste. Dans un monde saturé de contenu, où l'on pense avoir tout vu, tout parcouru par écran interposé, il faut parfois un événement réel, non reproductible, observable uniquement en vrai, pour raviver notre capacité d'émerveillement. Une comète ne peut pas être binge-watchée, elle ne peut pas être rembobinée. Elle existe ou elle échappe. Elle est là pendant quelques nuits, puis elle disparaît. Et avec elle, une sensation extrêmement pure, celle de faire partie de quelque chose de plus grand, de vivant, de mouvant. Chaque fois qu'une comète traverse le ciel, c'est comme une piqûre de rappel cosmique. Oui, nous vivons sur une boule de roche et d'eau, en rotation autour d'une étoile, encerclée de milliers d'autres corps en mouvement. Oui, des visiteurs, parfois dangereux, parfois inoffensifs, sont présents dans notre espace immédiat. Oui, nous sommes encore, malgré tous nos écrans, des êtres du cosmos. Et les comètes sont de petits rappels silencieux, posés là pour nous le dire sans prononcer un mot. Ce ne sont pas des alarmes, ce ne sont pas des miracles, ce sont des passages. Et chaque passage a sa propre histoire, son propre rythme, sa propre signature lumineuse. Lemon signe la sienne, avec douceur. Dans un monde où tout est notification, présence partagée, instantanée, personnalisée, il y a une vertu immense à contempler quelque chose qui n'a aucun compte à rendre. Lemon n'a pas d'algorithme, pas de message, pas de fonction. Il n'a que son trajet, son passé, sa matière et l'espace. Mais toi qui le regardes, tu lui offres autre chose. Tu offres du temps d'attention, du silence, de la poésie. Et c'est dans cette offrande fragile que le mystérieux devient profond. Si la science étudie, mesure et prévoit, le regard humain interprète, relie et ressent. Et c'est dans cette brève fenêtre où les deux se rencontrent, technique et émotion, formule et frisson, que l'on trouve ce joyau rare qu'est le passage vivant d'un comète à travers l'intimité du ciel terrestre. Depuis la nuit des temps, les comètes habitent un espace étrange dans l'imaginaire collectif. Ni étoiles, ni planètes, ni météores. Elles échappent à toutes les catégories familières. Et c'est peut-être justement pour cela qu'elles ont, de tout temps, bousculé nos certitudes. Il faut imaginer un monde sans science moderne, sans satellite, sans télescope, sans explication. Le ciel, alors, n'est plus un décor, c'est un langage. Et dans cette langue cosmique, tout ce qui déroge à la régularité, tout ce qui bouge sans prévenir, tout ce qui brille autrement, devient un message. Les civilisations anciennes lisaient le ciel comme un livre sacré. Les mouvements des astres étaient des signes. Une éclipse signifiait plus qu'un alignement. C'était une interruption du cycle ordonné, une fracture provisoire dans l'équilibre du monde. Alors, imagine l'effet qu'avait une comète. Soudainement, pendant plusieurs nuits, un flambeau céleste traverse paresseusement le ciel, comme un messager sans origine, sans destination claire, une lueur étrangère, mystérieuse, qui semble défier les lois visibles du cosmos. Pour les anciens, c'était généralement mauvais signe.
Chez les Chinois, on tenait des registres méticuleux des apparitions cométaires, classées par forme, couleur, durée, orientation. Elles étaient associées aux catastrophes, famines, maladies, chutes de dynasties. Il ne s'agissait pas de simples superstitions, c'était une forme d'observation empirique du lien entre les événements célestes et les bouleversements terrestres. Une façon d'écrire une histoire complète, connectée, où tout phénomène avait une portée. Chez les Européens du Moyen Âge, les comètes étaient vues avec une terreur sacrée. Le peuple les considérait comme des épées suspendues dans le ciel, des avertissements de Dieu. Certaines apparitions sont devenues légendaires, comme celle de Halley en 1066, illustrée sur la tapisserie de Bayeux, marquant l'invasion de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant. La comète y flotte au-dessus des soldats, comme un présage de mort ou de triomphe, selon l'interprétation. Mais on retrouve ces craintes aussi chez les Mayas, les Aztèques, les Incas. Dans de nombreuses cultures, le ciel servait de théâtre à la volonté divine, et ce que l'on ne pouvait prédire provoquait crainte, sacrifice ou vénération urgente. Et puis, progressivement, l'astronomie moderne a émergé. On a commencé à comprendre ce que sont réellement les comètes. On a mesuré leurs orbites, calculé leur retour, identifié leur composition. On a appris qu'elles ne venaient pas pour nous, qu'elles n'annonçaient rien. Elles obéissaient à des lois naturelles certes complexes, mais prévisibles. Et pourtant, même dans notre monde rationnel, les comètes continuent à produire un effet singulier. Pas de peur peut-être, mais une autre forme de choc, l'émerveillement. Même aujourd'hui, lorsqu'une comète traverse notre ciel, elle provoque un basculement dans quelque chose d'intime. Elle interrompt le rythme. Elle capte l'attention d'un public qui, souvent, ne regarde plus les étoiles. Et l'espace d'un instant, elle le reconnecte. Prenons l'exemple de Neowise. En 2020, le monde entier vivait une crise. La population était confinée, isolée, inquiète. Et voilà qu'un intrus céleste, un comète particulièrement lumineux, vient briser les ténèbres au-dessus des toitures, des montagnes, des champs. Les réseaux sociaux se sont remplis d'images de ciel, de gens sur les balcons, de familles sortant la nuit pour observer un cadeau silencieux dans le firmament. Ce moment n'a pas été qu'astrophysique, il a été émotionnel, collectif, partagé. Chacun a vécu sa rencontre avec l'objet céleste à sa manière, mais tous ont été réunis par cette lumière rare, visible sans technologie, sans préparation. Il suffisait de regarder. Lemon, aujourd'hui, suit cette tradition, et même s'il n'est pas aussi spectaculaire que certains de ses ancêtres célèbres, il porte en lui la même capacité de troubler nos certitudes, car même si nous savons qu'il passera loin de nous, qu'il n'y a aucun danger, aucune annonce divine, nous ressentons quelque chose, un déplacement en nous, un dérèglement joyeux. Il est là, il est visible, il ne reviendra pas. Cela suffit à créer le sentiment d'un moment qui doit être vécu. Et au cœur de ce moment se glisse un puissant paradoxe, car dans un monde ultra connecté, c'est parfois un simple caillou de neige cosmique, venu du fond glacé de la galaxie, qui crée une forme de reconnexion humaine. Sortir, respirer, regarder, partager. Les 100 comètes deviennent alors des moteurs d'attention collective. On cherche des informations, on lit des articles, on suit les images de la NASA, on interroge les applications astronomiques, et sans qu'on s'en rende compte, le tableau du ciel devient une donnée culturelle. C'est pour cela que les sciences, lorsqu'elles sont partagées avec respect, pédagogie et poésie, deviennent si puissantes, car elles activent en nous un besoin ancestral, comprendre, certes, mais aussi ressentir. Et c'est exactement ce que fait Lemon. En apparaissant ces nuits d'octobre, il ne vient pas seulement éclairer une portion du ciel, il vient raviver un archétype, celui du ciel vivant, celui des secrets,
dans la nuit noire, celui du lien entre le visible et l'invisible, entre les trajectoires mesurées et les intuitions anciennes. Ainsi, à travers ce simple passage, Lemon nous rappelle quelque chose de précieux, que la science et la spiritualité ne sont pas rivales. Elles sont deux langages pour parler du mystère, deux voies d'accès à ce que l'univers murmure, deux façons complémentaires de vivre une comète. Mais au fond, pourquoi une simple comète a-t-elle ce pouvoir de captiver, de troubler, de remettre en mouvement quelque chose en nous que nous croyons peut-être oublier? Peut-être parce qu'en l'observant, nous observons aussi notre propre rythme. Les comètes ne sont pas comme les lunes ou les planètes visibles chaque nuit. Elles passent, et leur passage est une leçon silencieuse sur la raréfaction, sur le caractère précieux de ce qui ne se répète pas. Dans une époque saturée, où tout semble toujours disponible, rejouable à volonté, téléchargeable, rediffusé, une comète n'entre pas dans ce cycle de répétition. Elle échappe au confort du à la demande. Elle exige une disponibilité. Elle nous demande d'être là, ici, maintenant. Et cela, en soi, est un renversement d'habitude. Regarder Lemon, ce n'est pas consommer une image céleste. C'est se rendre disponible à un événement que l'on ne contrôle pas. C'est accepter une dynamique venue d'ailleurs, un rendez-vous proposé par l'univers, et non par nous. Et cette dimension-là, presque spirituelle, transcende la simple observation. Elle nous renvoie à une question plus vaste. À quoi prêtons-nous attention? Peut-être qu'au fil des siècles, cette fascination instinctive des peuples pour les comètes n'a pas vraiment disparu. Elle a simplement changé de forme. Là où avant, elles étaient des signes, aujourd'hui, elles deviennent des miroirs. Non plus des messages venus des dieux, mais des métaphores vivantes. On y projette ce qu'on cherche, ce qu'on redoute, ce qu'on espère. Celui qui traverse une période de doute verra peut-être dans Lemon un signal d'encouragement, une lueur qui traverse la nuit. Celui qui vient de subir une perte sentira peut-être dans ce sillage lumineux un passage d'adieu. Quant à celui qui rêve d'infini, il y verra la promesse de l'inexploré, l'appel lointain du vide lumineux. Et c'est pourquoi les comètes inspirent aussi les artistes, peintres, musiciens, poètes, photographes. Tous y voient quelque chose de personnel, quelque chose qu'il est impossible de verbaliser autrement que par la création, comme si la comète, dans sa lente course, laissait dans notre conscience non pas une traînée de glace, mais une trace de vertige. Tu verras, dans les jours qui entourent le pic de visibilité de Lemon, des œuvres naîtront, sur Instagram, dans les galeries, dans des poèmes de blog, des créations engagées, minimalistes, des clichés sur fond de cieux ouverts, des mots qui mêlent la lumière à l'oubli, la trajectoire au destin. Et ce sera beau, parce que, même si Lemon ne clignote pas comme un feu d'artifice, même s'il ne zèbre pas le ciel avec fracas, il imprime quelque chose d'inoubliable. Ce n'est pas une question de spectacle, c'est une question d'empreinte. Une fois que tu l'as vu, tu ne peux pas ne plus penser au fait que quelque chose d'aussi ancien, d'aussi silencieux, d'aussi immense t'est frôlé. Ce genre de choses n'arrive pas tous les jours. Et ce souvenir ne réside pas forcément dans l'image. Il vit dans l'expérience de l'avoir guetté, dans les minutes passées à l'observer, dans le silence, dans les étoiles autour, dans les respirations partagées avec les autres observateurs. Tu t'en souviendras peut-être toute ta vie, même si ce n'était qu'une lueur dans le ciel, même si tu as dû lutter contre le sommeil, même si tu as eu froid, même si tu n'étais pas certain que tu regardais au bon endroit. Ce moment d'attention, de disponibilité, de lien au cosmos, restera comme un fragment de nuit, gravé dans ta mémoire, et il en sera ainsi aussi pour d'autres. Partout dans le monde, des enfants verront Lemon pour la première fois, sans même comprendre ce que c'est. Ils ou elles garderont peut-être cette nuit dans leur cœur, comme le début d'un rêve éveillé. Peut-être que de nouvelles vocations naîtront, de l'astronomie,
de la physique, de la philosophie, ou simplement un amour du ciel. Et même ceux qui ne regardent pas, même ceux qui ne savent pas, seront peut-être touchés à leur manière, car le simple fait de savoir qu'une comète traverse notre ciel nous tire un peu en dehors de nous-mêmes. Elle nous détourne de nos notifications, de nos habitudes. Elle réintroduit, dans l'horizon de nos journées, une part d'univers. Et cela suffit. Cela suffit pour que Lemon prenne sa place parmi les passants du ciel qui laissent une marque. Non pas parce qu'ils étaient les plus brillants, mais parce qu'ils sont apparus au bon moment, parce qu'ils ont croisé notre route juste assez longtemps pour que quelque chose en nous s'ouvre à nouveau. Peut-être que c'est ça, au fond, le rôle le plus noble d'une comète. Rappeler à ceux qui y regardent que le monde ne s'arrête pas à ce qu'ils connaissent. Il y a, toujours, quelque chose qui approche, quelque chose d'ancien, de glacé, de lumineux, quelque chose qui ne demande qu'à être vu. Une chose est certaine, le comète Lemon est là, dans notre ciel. Encore invisible pour beaucoup, mais déjà actif. Il émet des gaz, il dessine sa queue, il rejoint lentement son point de proximité maximale, offrant au monde une fenêtre d'observation aussi brève que précieuse. Mais alors, comment faire pour l'apercevoir vraiment? Par où commencer quand on n'a jamais scruté une comète auparavant? Comment se repérer dans un ciel où toutes les étoiles se ressemblent? Et plus encore, comment s'assurer qu'on est au bon endroit, au bon moment, avec le bon regard? Tout d'abord, il faut savoir que le comète C 2025 Assis Lemon est visible principalement au mois d'octobre, plus précisément entre le 15 et le 25. La période est considérée comme la plus propice pour une observation accessible, même à l'œil nu, dans de bonnes conditions. C'est une fenêtre étroite, quelques jours seulement, où tous les paramètres s'alignent au mieux pour espérer ce face-à-face discret avec un lointain vestige de la création. Le moment idéal de la journée, juste après le coucher du soleil. Plus tu t'éloigneras du moment où la lumière dorée passe au crépuscule sombre, plus les détails du ciel s'affirment. L'idée, c'est d'attendre environ 45 minutes après le coucher, pas plus tard, car la comète Lemon reste basse dans le ciel et elle plonge vite sous l'horizon. Si tu attends trop, elle aura déjà disparu derrière la ligne des collines ou des bâtiments. Le meilleur horizon pour l'observer, c'est l'ouest. C'est là qu'elle se faufile, perdue dans les dernières lueurs du jour. Et ce détail a toute son importance. Le choix du lieu. Car même si la comète est assez lumineuse, pour être visible dans un ciel sombre, elle reste délicate à distinguer depuis une ville saturée de pollution lumineuse. Il ne s'agit pas forcément de partir à des kilomètres, mais au moins, cherche un lieu dégagé, sans obstacles à l'ouest. Aucune montagne, aucun immeuble, aucune ligne d'arbres. Le plus important est que la ligne d'horizon soit ouverte. Un champ, un belvédère, une plage, une colline isolée, un coin derrière une zone industrielle, parfois fait l'affaire. Une fois le lieu choisi, il faut donner du temps à ses yeux. Un réflexe moderne nous pousse à regarder nos téléphones pour savoir quoi observer. Mais ironiquement, ce sont souvent les écrans qui détruisent notre capacité à bien voir dans l'obscurité. Dès que tu arrives sur place, éteins tout. Garde ton téléphone dans ta poche. Laisse tes pupilles s'adapter à la nuit. Et si tu veux aller plus loin dans cette aventure nocturne, tu peux partager ce moment. Car voir un comète seul est une expérience saisissante. Mais le voir à plusieurs crée une émotion différente, faite d'échanges, de rires étouffés dans l'obscurité, d'émerveillements discrets qu'on valide par un simple «tu le vois» ou «c'est ça là». Autour d'une comète, il n'y a pas de compétition, il n'y a que le regard collectif tourné vers plus grand que soi, parents avec enfants, couples en silence,
amis allongés sur une couverture, étrangers réunis au sommet d'un sentier, tous vivant le même instant fragile à travers un même œil céleste. Peut-être verras-tu, devant toi, une génération entière relever les yeux, des adolescents posant enfin leur téléphone, des adultes redevenant enfants, des enfants s'émerveillant comme si le ciel répondait à leur imagination. Et à ce moment-là, tu comprendras pourquoi les comètes sont des catalyseurs de mémoire. Elles passent, elles traversent le récit collectif, elles ne restent pas. Et c'est précisément cette brièveté qui concentre tant d'intensité. Quand quelque chose est rare, on le regarde mieux. Et quand quelque chose disparaît, on s'en souvient plus fort. Parfois, les gens ne se souviennent même plus du nom du comète, mais ils se souviennent du moment, du lieu, de la sensation, de l'air frais, de la lumière étrange, du silence particulier entre deux phrases, de cette impression de vivre avec le ciel, même une minute. Et cela suffit. Cela suffit pour marquer une vie. L'observation des comètes, c'est aussi cela, une machine à souvenirs. Et en 2025, Lemon devient notre souvenir commun à venir. Des photographes immortalisent son passage, des scientifiques décortiquent ses données, des conteurs en parlent, des astronomes amateurs relèvent ses coordonnées. Certains écrivent, composent, filment, d'autres restent simplement là, à regarder. Chacun participe, à sa manière, à ce que cette comète laisse une empreinte dans notre époque, un fragment de ciel pour un fragment d'histoire. Et longtemps après qu'elle aura quitté notre ciel, son nom restera attaché à une certaine saison, à certains soirs, à certains visages. On dira, tu te souviens? Le comète de cet automne, celle qu'on voyait à l'ouest, celle qui brillait si doucement, celle qu'on aurait pu rater et qu'on a pourtant vue. Et ce souvenir, cette petite lumière intérieure, t'appartiendra. Alors même si Lemon est silencieuse, même si elle n'envahit pas les écrans de manière spectaculaire, même si elle reste seulement quelques jours dans son écrin de ténèbres, elle deviendra une part discrète de nous, un témoin de ce que nous sommes encore capables de voir, un rappel de ce que veut dire simplement être là. Cela prend environ 20 à 30 minutes. Le noir devient ton allié. Chaque minute passée à t'habituer te rapproche d'une meilleure vision du ciel. C'est un détail souvent négligé, mais pour repérer un comète discret, il est absolument déterminant. Ensuite, tu dois savoir quoi voir. Lemon ne scintille pas. Il ne file pas comme une étoile filante. Il traîne. Il est posé, presque fixe à l'œil nu. Ce que tu verras, dans le ciel, c'est une tache floue, blanchâtre à verdâtre, parfois avec une sorte de petit halo. Si le ciel est bien noir et que l'air est stable, tu pourras la distinguer sans instrument. Oui, à l'œil nu. Mais si tu possèdes une paire de jumelles, même simple, tu décuples tes chances. À travers des jumelles, même basiques, Lemon prend vie autrement. Le halo devient coma et une certaine structure apparaît. Tu remarqueras un cœur un peu plus dense, une lumière interne tremblante. Et si les conditions sont bonnes, le début d'une fine queue. Avec un petit télescope, même d'entrée de gamme, tu plonges. Le noyau, évidemment, reste invisible. Il est trop petit, mais la coma brille au centre. Et surtout, tu peux étudier la forme et la direction de la queue. Celle-ci est opposée au Soleil, une loi physique constante, car le vent solaire pousse les particules éloignées du centre lumineux. Et c'est dans cette queue qu'une magie subtile t'attend, car elle évolue chaque nuit. Comme une traînée de fumée cosmique, elle s'étire, ondule, parfois s'intensifie. Certains astrophotographes la captent, qui s'allonge sur plusieurs degrés, bien au-delà de ce que l'œil peut discerner. Et si tu fais partie de ces passionnés discrets, préparés, méthodiques, tu peux faire quelque chose d'encore plus beau. Revenir soir, après soir, tu places ton appareil, tu règles ta monture et tu prends des expositions longues
sur plusieurs nuits consécutives. En accumulant ces images, tu vois le comète qui se déplace lentement parmi les étoiles fixes. Tu captures, littéralement, le mouvement du temps. Ce type d'observation devient alors davantage qu'un moment. C'est un projet, une trace, une collaboration avec l'univers. Mais même si tu n'as rien de tout cela, même si tu n'as pas de jumelles, si tu n'as pas d'appareil photo, si tu n'as que tes mains dans les poches et ton souffle dans la nuit, tu peux quand même voir Lemon. Et peut-être que c'est dans cette approche-là que réside la forme la plus pure d'émerveillement. Voir avec ce que l'on a, voir parce qu'on sait, parce qu'on a pris le temps de chercher les bonnes nuits, les bons créneaux, les bons coins de ciel, voir parce qu'on voulait simplement sentir que quelque chose venait de là-haut. Et ce que tu verras ne sera peut-être pas spectaculaire comme une supernova, comme une aurore boréale, comme une éclipse. Ce que tu verras sera discret, secret, intime, mais ce sera réel et ce sera à toi. Non pas parce qu'ils étaient les plus brillants, mais parce qu'ils sont apparus au bon moment, parce qu'ils ont croisé notre route juste assez longtemps pour que quelque chose en nous s'ouvre à nouveau. Peut-être que c'est ça, au fond, le rôle le plus noble d'une comète. Rappeler à ceux qui regardent que le monde ne s'arrête pas à ce qu'ils connaissent. Il y a, toujours, quelque chose qui approche, quelque chose d'ancien, de glacé, de lumineux, quelque chose qui ne demande qu'à être vu. Une chose est certaine, le comète Lemon est là, dans notre ciel, encore invisible pour beaucoup, mais déjà actif. Il émet des gaz, il dessine sa queue, il rejoint lentement son point de proximité maximale, offrant au monde une fenêtre d'observation aussi brève que précieuse. Mais alors, comment faire pour l'apercevoir vraiment? Par où commencer quand on n'a jamais scruté une comète auparavant? Comment se repérer dans un ciel où toutes les étoiles se ressemblent? Et plus encore, comment s'assurer qu'on est au bon endroit, au bon moment, avec le bon regard? Tout d'abord, il faut savoir que le comète C 2025, Assis Lemon, est visible principalement au mois d'octobre. Plus précisément, entre le 15 et le 25, la période est considérée comme la plus propice pour une observation accessible, même à l'œil nu, dans de bonnes conditions. C'est une fenêtre étroite, quelques jours seulement, où tous les paramètres s'alignent au mieux pour espérer ce face-à-face discret avec un lointain vestige de la création, le moment idéal de la journée, juste après le coucher du soleil. Plus tu t'éloigneras du moment où la lumière dorée passe au crépuscule sombre, plus les détails du ciel s'affirment. L'idée, c'est d'attendre environ 45 minutes après le coucher, pas plus tard, car la comète Lemon reste basse dans le ciel et elle plonge vite sous l'horizon. Si tu attends trop, elle aura déjà disparu derrière la ligne des collines ou des bâtiments. Le meilleur horizon pour l'observer, c'est l'ouest. C'est là qu'elle se faufile, perdue dans les dernières lueurs du jour. Et ce détail a toute son importance, le choix du lieu. Car même si la comète est assez lumineuse pour être visible dans un ciel sombre, elle reste délicate à distinguer depuis une ville saturée de pollution lumineuse. Il ne s'agit pas forcément de partir à des kilomètres, mais au moins cherche un lieu dégagé, sans obstacle à l'ouest. Aucune montagne, aucun immeuble, aucune ligne d'arbres. Le plus important est que la ligne d'horizon soit ouverte. Un champ, un belvédère, une plage, une colline isolée, un coin derrière une zone industrielle, parfois fait l'affaire. Une fois le lieu choisi, il faut donner du temps à ses yeux. Un réflexe moderne nous pousse à regarder nos téléphones pour savoir quoi observer. Mais, ironiquement, ce sont souvent les écrans qui détruisent notre capacité à bien voir dans l'obscurité. Dès que tu arrives sur place, éteins tout. Garde ton téléphone dans ta poche. Laisse tes pupilles s'adapter à la nuit. Et si tu veux aller plus loin dans cette aventure nocturne, tu peux partager ce moment. Car voir un comète seul
est une expérience saisissante, mais le voir à plusieurs crée une émotion différente, faite d'échanges, de rires étouffés dans l'obscurité, d'émerveillements discrets, qu'on valide par un simple «Tu le vois?» ou «C'est ça là». Autour d'une comète, il n'y a pas de compétition, il n'y a que le regard collectif tourné vers plus grand que soi. Parents avec enfants, couples en silence, amis allongés sur une couverture, étrangers réunis au sommet d'un sentier, tous vivant le même instant fragile à travers un même œil céleste. Peut-être verras-tu, devant toi, une génération entière relever les yeux, des adolescents posant enfin leur téléphone, des adultes redevenant enfants, des enfants s'émerveillant comme si le ciel répondait à leur imagination. Et à ce moment-là, tu comprendras pourquoi les comètes sont des catalyseurs de mémoire. Elles passent, elles traversent le récit collectif. Elles ne restent pas. Et c'est précisément cette brièveté qui concentre tant d'intensité. Quand quelque chose est rare, on le regarde mieux. Et quand quelque chose disparaît, on s'en souvient plus fort. Parfois, les gens ne se souviennent même plus du nom du comète, mais ils se souviennent du moment, du lieu, de la sensation, de l'air frais, de la lumière étrange, du silence particulier entre deux phrases, de cette impression de vivre avec le ciel, même une minute, et cela suffit. Cela suffit pour marquer une vie. L'observation des comètes, c'est aussi cela, une machine à souvenirs. Et en 2025, Lemon devient notre souvenir commun à venir. Des photographes immortalisent son passage, des scientifiques décortiquent ses données, des conteurs en parlent, des astronomes amateurs relèvent ses coordonnées. Certains écrivent, composent, filment, d'autres restent simplement là, à regarder. Chacun participe à sa manière à ce que cette comète laisse une empreinte dans notre époque, un fragment de ciel pour un fragment d'histoire. Et longtemps après qu'elle aura quitté notre ciel, son nom restera attaché à une certaine saison, à certains soirs, à certains visages. On dira, tu te souviens, le comète de cet automne, celle qu'on voyait à l'ouest, celle qui brillait si doucement, celle qu'on aurait pu rater, et qu'on a pourtant vue, et ce souvenir, cette petite lumière intérieure, t'appartiendra. Alors même si Lemon est silencieuse, même si elle n'envahit pas les écrans de manière spectaculaire, même si elle reste seulement quelques jours dans son écrin de ténèbres, elle deviendra une part discrète de nous, un témoin de ce que nous sommes encore capables de voir, un rappel de ce que veut dire simplement être là. Cela prend environ 20 à 30 minutes. Le noir devient ton allié. Chaque minute passée à t'habituer te rapproche d'une meilleure vision du ciel. C'est un détail souvent négligé, mais pour repérer un comète discret, il est absolument déterminant. Ensuite, tu dois savoir quoi voir. Lemon ne scintille pas. Il ne file pas comme une étoile filante. Il traîne. Il est posé, presque fixe à l'œil nu. Ce que tu verras, dans le ciel, c'est une tache floue, blanchâtre à verdâtre, parfois avec une sorte de petit halo. Si le ciel est bien noir et que l'air est stable, tu pourras la distinguer sans instrument. Oui, à l'œil nu. Mais si tu possèdes une paire de jumelles, même simple, tu décuples tes chances. À travers des jumelles, même basiques, Lemon prend vie autrement. Le halo devient coma et une certaine structure apparaît. Tu remarqueras un cœur un peu plus dense, une lumière interne tremblante, et si les conditions sont bonnes, le début d'une fine queue. Avec un petit télescope, même d'entrée de gamme, tu plonges. Le noyau, évidemment, reste invisible. Il est trop petit, mais la coma brille au centre. Et surtout, tu peux étudier la forme et la direction de la queue. Celle-ci est opposée au Soleil, une loi physique constante, car le vent solaire pousse les particules éloignées du centre lumineux, et c'est dans cette queue qu'une magie subtile t'attend, car elle évolue chaque nuit. Comme une traînée de fumée cosmique, elle s'étire, ondule, parfois s'intensifie. Certains astrophotographes la captent, qui s'allonge sur plusieurs degrés,
bien au-delà de ce que l'œil peut discerner. Et si tu fais partie de ces passionnés discrets, préparés, méthodiques, tu peux faire quelque chose d'encore plus beau. Revenir soir après soir. Tu places ton appareil, tu règles ta monture et tu prends des expositions longues sur plusieurs nuits consécutives. En accumulant ces images, tu vois le comète qui se déplace lentement parmi les étoiles fixes. Tu captures, littéralement, le mouvement du temps. Ce type d'observation devient alors davantage qu'un moment. C'est un projet, une trace, une collaboration avec l'univers. Mais même si tu n'as rien de tout cela, même si tu n'as pas de jumelles, si tu n'as pas d'appareil photo, si tu n'as que tes mains dans les poches et ton souffle dans la nuit, tu peux quand même voir les mônes. Et peut-être que c'est dans cette approche-là que réside la forme la plus pure d'émerveillement. Voir avec ce que l'on a. Voir parce qu'on sait, parce qu'on a pris le temps de chercher les bonnes nuits, les bons créneaux, les bons coins de ciel. Voir parce qu'on voulait simplement sentir que quelque chose venait de là-haut. Et ce que tu verras ne sera peut-être pas spectaculaire comme une supernova, comme une aurore boréale, comme une éclipse. Ce que tu verras sera discret, secret, intime, mais ce sera réel, et ce sera à toi. Et voilà, le comète Lemon termine lentement sa course apparente. Il glisse vers les confins invisibles du ciel, sa lumière faiblit, sa queue pâlissante s'amincit. Dans quelques jours ou quelques semaines, il ne sera plus visible à l'œil nu, même aux jumelles. Lentement, il s'effacera. Et pour la majorité d'entre nous, il ne reviendra jamais, car son prochain passage se fera dans plus de 1000 ans, entre 1150 et 1300 ans, selon les nouvelles mesures orbitales. Personne vivant aujourd'hui ne croisera à nouveau ces fragments lumineux. Il poursuivra seul, dans un silence spatial qu'aucune pensée humaine ne pourra accompagner. Et ce qu'il laissera derrière lui, ce ne sont pas seulement des particules évanescentes dans l'atmosphère, mais une marque plus profonde, plus essentielle. Lemon nous aura rappelé que le ciel n'est pas vide, que dans l'apparente fixité des étoiles règne un tumulte patient, que même dans la monotonie urbaine, une silhouette inconnue peut passer au-dessus de nos têtes, racontant en silence l'histoire de la matière, du froid, du feu, du mouvement. Mais au-delà de la physique, de l'astronomie, de la chimie cosmique, de la trajectoire précise et rétro-calculable, ce comète aura allumé en beaucoup quelque chose de plus instinctif encore, la redécouverte du regard. Car c'est bien ça, peut-être, le sens profond de ces présences éphémères. Elles nous forcent à redevenir attentifs, à pratiquer de nouveau le geste fondateur de notre espèce, lever les yeux, prendre le risque de ne rien voir, laisser du temps aux choses, habiter le silence et trouver, dans le vide intersidéral, quelque chose qui nous parle, qui nous donne envie d'exister autrement. Parfois, on croit que l'astronomie n'a pas de lien avec le réel, que le comète Lemon n'est qu'un fait curieux, presque décoratif, et qu'il n'a rien à nous dire sur nos vies, nos choix, notre époque. C'est faux. Ces fragments glacés, venus du lointain, sont des miroirs anciens. Leur lumière, leur rareté, leur effacement nous parlent de nous, de notre rapport au temps, à la beauté, à la mémoire, à l'invisible, à l'oubli. Le passage de Lemon est une leçon philosophique à l'échelle planétaire, une invitation à se demander qu'est-ce qui vaut la peine d'être vu? Combien de choses passons-nous sans les remarquer? Combien de merveilles traversons-nous sans jamais tourner la tête? Et surtout, qu'est-ce qui restera? Pour les scientifiques, le passage de Lemon sera archivé. Des données, des biais spectraux, des courbes, des modèles numériques, des leçons pour les futures missions spatiales, des points sur des cartes d'orbite. Et cette mémoire technique est fondamentale. Mais pour nous, pour toi, pour moi, ce qui restera peut-être, c'est l'instant. L'instant où l'on s'est mis à l'écart. L'instant où l'on a arrêté de scroller, de travailler,
de parler. L'instant où on a pris la route vers un endroit plus sombre. L'instant où on a attendu, avec une tension douce, que quelque chose apparaisse là-haut, et que ce quelque chose ne nous déçoive pas. Et non, le monde ne déçoit pas, même tamisée, même discrète. Sa lumière est exactement celle dont on a besoin, une lumière sans prétention, sans bruit, sans message imposé, une lumière qui, à sa façon, rappelle que le cosmos ne nous appartient pas, mais que nous appartenons au cosmos, que chaque atome de notre corps vient de la housse, que chaque regard vers une comète est une prière adressée non à une entité, mais au mystère, une reconnaissance simple. Nous ne savons pas tout, et c'est bien ainsi. Il y aura des enfants qui écriront un mot pour Lemon dans leur journal secret, des familles qui regarderont leurs photos dans 10 ans en se disant « Tu te souviens de ce comète? On l'avait vu depuis la terrasse. » Des astronomes amateurs qui conserveront leur carnet d'observation avec fierté, des sensations qui traverseront les années, des inspirations profondes que personne ne reliera à Lemon de façon directe, mais qui auront été semées cette nuit-là, sans qu'on le sache. Et dans ce voyage invisible qu'il poursuit, il embarque avec lui ce que nous avons vu. Il traverse les vides, il quitte la chaleur du soleil, il retourne vers les confins, il emporte son propre silence, mais il laisse derrière lui des milliers de petits feux, des regards, des émotions, des respirations, des humains qui, pendant quelques nuits, auront vu autre chose, quelque chose de lent, de glacé, mais profondément vivant, quelque chose d'ancien, mais absolument neuf, quelque chose qui est passé une fois et ne repassera plus. Et rien que pour ça, Lemon aura réussi. Il aura traversé notre façon de voir. Et s'il s'éloigne de notre ciel, il ne s'éloigne pas vraiment de nous. Nous sommes ses témoins. Nous sommes ses passagers. Nous sommes ceux qui se souviendront.